Première question pour pouvoir essayer de comprendre un peu plus les défis d'Ahmed al-Shara et donc de ce gouvernement transitionnel. C'est donc quels sont les mécanismes de justice transitionnelle que le gouvernement envisage-t-il plus ou moins pour répondre aux crimes commis pendant la guerre civile, y compris ceux du régime Assad et des groupes armés. Donc pour vous, quels seraient ces mécanismes-ci à mettre en place? Et du moins, si ce n'est pas déjà le cas, quels sont ces mécanismes en cours? Merci de m'accueillir et de cet échange. Deuxièmement, sur la méthodologie, c'est très compliqué à lire et mettre de mots sur les événements aujourd'hui. Il faut du temps, c'est l'histoire qui se déroule devant nos yeux et ce qui se passe, c'est inédit. On n'a pas d'autres exemples concrets qu'on peut s'accrocher. Hein. On a la guerre en Irak, la question libanaise, ou plutôt aussi la balkanisation et d'autres termes qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais là, on a la première fois un groupe de djihad salafiste, de référence Al-Qaïda, qui arrive au pouvoir par un accord international. Le contexte, on connaît aujourd'hui, suite depuis un an, Netanyahou a décidé de remodeler la carte du Moyen-Orient. Il a commencé par casser l'axe de résistance de l'Iran, la Syrie, Hezbollah, Hamas. Le moyen faible, c'était Bachar al-Assad. Il y a eu depuis un an bombardement de toutes les installations militaires de Bachar al-Assad. Le régime était affaibli. Depuis 2019, qu'on a cru qu'il a gagné la guerre, mais en fait, il a asphyxié son économie et son armée par la corruption, le clientélisme, etc. Donc, on connaît le contexte géopolitique, hein, les États-Unis, l'Iran, la Russie, la Turquie, ils ont tenté d'intégrer le régime, même l'Europe, ils ont commencé à ouvrir les ambassades, même les ligues arabes, mais les Syriens, le régime a arrivé à ses limites. Et ils pensaient n'importe quelle solution autre que Bachar al-Assad. Tel qui a été entraîné, on connaît aujourd'hui les déclarations de Ford, l'ambassadeur américain en Syrie et en Irak à un moment, de l'administration Bremer et d'Obama, et vient sortir en vidéo en disant qu'il a rencontré depuis 2023, Al-Shara, et je cite ses paroles, pour transformer ce djihadiste en homme politique. Donc il y a eu une longue préparation sur le discours. Moi, j'observe, je me disais, selon certains experts qui ont essayé de vendre Hayat Tahrir al-Sham, ils ont avancé le concept, la suivante. C'est un groupe qui a fait une déradicalisation par le haut. C'est-à-dire par le Shara, par sa volonté, il tente de modérer et accéder à plutôt une forme d'exercice politique. Gouvernance, gouvernement de transition, et passer des logiques de milice à une logique d'État. Il y a eu à Idlib un prototype d'État à Idlib. Là, on met ce qui se passe en Syrie depuis ces mois à l'épreuve des réels. Tout ce qu'on voit est un décalage énorme entre le parole et le discours et la réalité. Vous posez la question sur la justice transitionnelle, sur la fragmentation des pays, sur comment il va avoir, face à tous ces défis, face à lui, le Joulani, va plutôt le nouveau pouvoir en Syrie, les défis économiques, le réinvestissement, lever de sanctions, etc. Alors, il y a quelques réussites, notamment le lever des sanctions, et les Syriens sont heureux et contents qu'on a commencé à intégrer la communauté internationale, parce qu'on était sur sanctions depuis 1979. Mais en réalité, en prenant dossier par dossier, et on observe le problème, à mon sens, elle est structurelle chez le nouveau pouvoir. Il aura du mal, pour des raisons vraiment structurelles. Comme à l'époque, on faisait de l'analyse de Bachar al-Assad et de l'ancien régime, elle est aussi structurelle qu'il aura du mal à passer la crise. Ce n'est pas dans son logiciel la démocratie, le droit de l'homme, c'est un ancien parti unique avec clientélisme et corruption. Ça conduit à un échec. Son effondrement sur lui-même, son échec, ça conduit à ouvrir le voie à l'islam djihadiste aujourd'hui, à l'islam politique de cette tendance qu'on connaît. Donc, il était aussi structurel chez Bachar al-Assad parce qu'il est devenu le système économique patrimonial.
Ça veut dire on privatise l'État. Il n'y a plus de frontières entre secteur privé et public. Et on exerce en forme de achète de loyauté par corruption et de privilèges. C'est un système de corruption. On a connu tout le bloc de l'Est comme ça, hein, l'Irak aussi, Kadhafi, la Libye et même l'Égypte. Donc, pour toutes ces raisons structurelles, le régime n'a pas réussi à s'ouvrir vers la société et le multipartisme, etc. Aujourd'hui, on a un régime qui reproduit les mêmes schémas, aussi néo-patrimonial. Il nomme des gens extrêmement proches de lui dans des postes clés. Toutes les tendances des partis uniques dans le monde, si on observe, ils tournent la page de hyper-présidentiel, d'un système présidentiel vers un système parlementaire. Même avec des défauts, même pratiquement dans 20-30 ans, on revient en disant le système parlementaire, il a des défauts, on revient sur le semi-présidentiel, mais en tout cas, toute la transition d'un parti unique avec un président aussi fort passe par plutôt un système parlementaire. Aujourd'hui, Joulani, il concentre le pouvoir entre ses mains par la Constitution ou la déclaration constitutionnelle. Il ne joue plus du tout le rôle d'un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, il gère la transition. Ça veut dire préparer les élections législatives, dialogue national, justice transitionnelle pour un présidentiel. Si on reprend la déclaration, plutôt le Conseil de sécurité, ils ont voté une loi le 2254. C'est un papier politique extrêmement important de maturité politique parce qu'il a été signé par tout le monde, par l'opposition, voté aussi par tout le pays. Il n'y a pas eu de veto. Ni les Russes, ni les Américains, personne. Même le régime à l'époque, il l'a signé. Et prévoit un agenda clair sur la transition. Elle prévoit un agenda clair avec un cadre de référentiel aux Nations Unies comme un instant de surveillance, de transition. C'est-à-dire qu'il y aura des surveillances de l'avancée vers la démocratisation, sur un agenda de 18 mois. Là, aujourd'hui, le Joulani, il commence par dire « j'appliquerai pas le 2254 ». Alors, c'est une revendication de la société civile et des forces politiques qui sont nées aujourd'hui, même qui sont là depuis les années 60. Les conséquences de la non-application de 2253, ça ouvre le voie à un saut dans le vide, inconnu, on improvise, on ne sait pas ce qu'il pense le Joulani ou le nouveau pouvoir. Par exemple, on a l'impression que l'État, ou ce qui reste, c'est un trophée de guerre. Aujourd'hui, dans les nominations qu'on observe, il y a des gens extrêmement proches de Hayat Tahrir al-Sham. Il n'y a pas d'ouverture politique. Ils pensent, par la légitimité révolutionnaire qu'ils se sont donnés à eux-mêmes, avec un slogan qu'on a entendu dans les rues syriennes, en arabe pour le arabisant, Manyo, yuharrir yuqarrir. C'est lui qui libère, qui décide. En plus, ils sont intégrés ce qu'ils appellent eux-mêmes la légitimité révolutionnaire. Ça veut dire qu'ils ont le droit, ils sont victorieux, de redistribution. Et on passe à un système hyper présidentiel, parce qu'au lieu de faire une déclaration constitutionnelle d'une page sur des grands principes 4 ou 5, la première déclaration sur la Constitution, elle va être écrite, donc lancer le chantier, et elle est de 25 articles, c'est presque une constitution. Les 25 articles, ils définissent clairement, on est sur un système hyper présidentiel, plus qu'avant, parce qu'on supprime l'intermédiaire entre le président et le peuple, son premier ministre, il n'y a plus du tout premier ministre. On a un poste de le frère de Joulani, Ahmed el-Shara, son frère, Maher el-Shara, comme secrétaire, premier secrétaire, ou chargé de palais, même on peut l'appeler vice-président. Donc, il n'a pas de poste clair. Enfin, en fait, c'est un déficit de légitimité. On n'a pas encore passé par des urnes. Il récupère une légitimité révolutionnaire. Mais là, toutes les nominations, notamment la dernière, qui sont extrêmement inquiétantes. Et je termine avec ça et je reviendrai sur les autres institutions qui sont aussi graves. C'est la nomination et ce qu'on appelle le groupe étranger. On estime entre 20 et 30% de forces de HTS, de combattants qui sont venus de partout, qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils sont maintenant hors de loi, ils ont commis des crimes ou ils sont recherchés. Non seulement ils vont avoir la nationalité, ils vont intégrer l'armée, mais ils ont des postes clés. Ils ont devenu haut gradés très vite,
de général ou de capitaine, avec des postes clés. Et pour le moment, ils fonctionnent encore comme l'armée. C'est un regroupement de milices. Ils ne sont pas encore, malgré toutes les déclarations, qui se sont dessus avec une armée aujourd'hui officielle professionnelle. À mon avis, on répète l'erreur de l'administration américaine en 2003 en Irak, à savoir la débassisation qui a eu lieu en Irak, l'essentiel armée et tout le reste de partis ou de fonctionnaires. Aujourd'hui, Joulani fait exactement pareil. Il y a 600 000 licenciements, parmi eux, bien sûr, l'armée et la sécurité, ça on comprend, mais on touche à tout. Tout le monde appelle, on peut l'appeler fouloul aujourd'hui. Fouloul, le mot arabe qu'on utilise pour le résidu qui reste de régime. Ça peut être un fonctionnaire, ça peut être un professeur, ça peut être un pompier, etc. Alors, on ne comprend pas pourquoi on répète l'erreur. Ça veut dire on se prive de compétences. C'est pas tout le monde était impliqué à ce point-là dans le crime. Et il se prive aussi de que l'État il aura de mal à fonctionner parce qu'il a besoin de technocrates. Alors, remplacer ça par des gens qui sont venus d'Idlib, ça n'a pas fonctionné. Le gouvernement de transition d'Idlib a ses limites. On sait qu'il était dans seule couleur aussi. C'est celles qui sont affiliées à Hayat Tahrir al-Sham. Donc, tout ça, c'est assez inquiétant pour la suite. Pour la stabilité du pays, si le régime était arrivé pour justement avoir d'abord la stabilité de la Syrie au terme de sécurité par une force armée qui a donné le dernier balle à l'ancien régime d'Assad, on est loin de compte. Je prends par exemple, pour préparer notre entretien, les institutions les plus importantes de nouveau régime. Par exemple, quand il parle de parlement. Normalement, le législatif, c'est de vote local. Là, il va nommer, tenez-vous bien, un tiers. Et les 2 tiers, elles vont être nommées par une commission, c'est lui qui va le nommer. Donc, on n'est pas sur des démarches transitionnelles dans le sens démocratisation. On est loin de compte. Le deuxième instant qui était assez inquiétant, il va nommer 15 membres, ce qu'il appelle, lui, les jurisprudences sur l'islam. C'est des fatwas. On appelle ça Majlis al-Istifta al-Shuri, c'est-à-dire un conseil de 15 membres. Le 8, le plus important avec le président, ils sont nommés par lui directement et viennent d'Idlib. Et donc, derrière Tahrir al-Sham. Ce n'est pas l'islam qu'on appelle modéré de Damas ou de soufisme ou islam ouvert, etc. C'est des tendances de djihad islamique qu'il y a à Al-Qaïda. Pourquoi c'est inquiétant? Quel est le but, quel est l'objectif de ce conseil? Alors, je regardais leur déclaration, ils vont surveiller les lois qui vont être votées par le Parlement, s'il est en conforme avec les lois islamiques. Mais quelle est la loi islamique? Donc, c'est de tendance de HTS. Donc, on va vers, au lieu de déradicalisation par le haut, on est en train de radicaliser la majorité de la société. Parce que ces gens-là, ils veillent à une diffusion dans le mosquée de leurs idées. Ils ont des voitures, de propagande, ils ont les médias, ils ont maintenant la faculté de charia, de théologie, qui produit des imams dans ce sens-là, avec des livres écrits par leur ministre, qui est devenu ministre aujourd'hui, M. Attoun. Et tout ça, c'est assez inquiétant, même pour la majorité sunnite, qui commence à regarder avec le premier accueil de libérateur, et tant mieux qu'on s'est débarrassé de Bachar al-Assad, mais ce sentiment de satisfaction suite à la chute de Bachar al-Assad, ça ne veut pas dire de manière automatique satisfaction de nouveau régime. Ça ne traduit pas par une adhésion directe. Donc, on a parlé du Parlement, ce Conseil. Donc, on sent qu'il y a aussi un souci de centralisation de pouvoir. Alors, toute la demande depuis les massacres de la côte contre la communauté alaouite et celle du sud contre les Druzes, la demande aussi légitime aujourd'hui de Kurdes, par exemple, avoir une forme de décentralisation. Alors, on a 2 logiques donc, qui se confrontent, à la fois la volonté du régime d'être extrêmement centralisé et la demande de la localité. D'ailleurs, en 2018, le régime a voté des lois
de conseils locaux, de décentralisation poussée, il y a certains points, je dirais, positifs. On peut s'appuyer pour donner à certaines localités, faire des conseils locaux, gérer l'autogestion de leur sécurité, même économique, etc. Même ce projet décentralisation est soutenu par l'étranger, par certains pays. Donc, on a une deuxième logique géopolitique. La Turquie, elle soutient le Joulani parce qu'elle voit en mauvais œil que les Kurdes, qu'ils ont une forme d'autonomie, parce qu'eux, ils appellent vraiment à la fédéralisation, cette forme de fédéralisme pour la Syrie, où la Turquie, elle ne veut absolument pas. Donc, ils ont un appui fort pour que le régime qui soit centralisé à Damas à nouveau. Contrairement, par exemple, à Israël, qui veut soutenir les petites minorités, soutenir les Druzes, voir une Syrie fragmentée pour des raisons confessionnelles, affaiblie de manière durable. Donc, on a deux logiques qui se confrontent. Et pour le moment, le régime, je sens qu'en forme d'improvisation, il le fait à juste titre sous pression internationale. Par exemple, sur la justice transitionnelle, il y a d'avancées et de recul. Au départ, il a dit il n'y aura pas de justice transitionnelle parce que ça va ouvrir la porte à des règlements de compte. C'est mieux pour le pays. Je pense qu'il pense à ses soldats ou à lui-même parce qu'ils sont recherchés. S'il y a une justice transitionnelle, ça sera pour tout le monde, même ces groupes armés. Après cette pression internationale, et les victimes qui sont tombées sur la côte et dans le sud, ils ont lancé une commission qui enquête, qui regarde ce qui va se passer, comment ils vont aborder la justice transitionnelle. Et la déclaration aujourd'hui, ça va dans le temps, ça traîne. On n'a pas l'impression que c'est une priorité pour eux. Et en fait, si les gens ne sont pas très vite, notamment de l'ancien régime, ils sont aussi jugés, qui donnent aussi le sentiment des gens, ils étaient écoutés. Ça pousse à ce qu'on voit aujourd'hui, des règlements de compte, des massacres qui continuent. En fait, ne pas prendre ces dossiers vraiment de manière extrêmement sérieuse, ça ouvre le voie à des minorités qui vont demander une intervention étrangère, être aussi protégées et soutenues. Donc, vous voyez tout ça entre l'armée, que ce n'est pas une armée, mais c'est plusieurs milices qui continuent de fonctionner comme avant, parce que, attention, c'est là où très important, leur salaire, il n'est pas payé par le ministère de la Défense. Certains groupes, ils sont encore payés à l'ancienne. Ça veut dire leur comptable, il vient de leur donner de l'argent qui vient soit d'un pays étranger, soit le financement de leur chef. Ça se finance souvent par une économie de guerre, ça se finance souvent par aussi une force étrangère régionale ou locale. Voilà, il y a d'autres choses, mais encore le plus important, à mon avis, c'est d'insister sur le Conseil de sécurité, c'est le 2254, qui donne un cadre, et je ne comprends pas qu'elle demande de toutes les forces politiques qu'on l'écarte, qu'on le mette de côté. Et pour parler du coup, pour faire une mini transition avec ce que vous avez pu mettre en avant sur l'économie, comment ce post-nouvel État syrien entend-il de transformer son économie de guerre en économie beaucoup plus productive, voire équitable, et tournée peut-être vers un investissement durable? On a pu le voir j'ai pu voir hier que une compagnie du Golfe veut investir en Syrie dans le domaine de la télécommunication et que la Syrie a jusqu'à le 10 juin pour pouvoir répondre à cette offre qui vient donc du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, entre autres. On a aussi comment réintégrer cette économie informelle qui était tournée sur le Captagon, qui reste quand même non négligeable et qui a aussi aidé plus ou moins la Syrie à ne pas s'effondrer complètement. Et c'est même par cela que Bachar al-Assad a pu payer une partie de ses fonctionnaires. Et aussi comment réinvestir sur l'économie donc tournée sur l'agriculture qui était quand même l'une des forces principales de la Syrie. Donc comment envisager tout cela dans cet État qui est en cours de reconstruction? C'est une très bonne question parce que le réseau depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie de guerre, l'économie de violence, basée sur aussi la criminalité, la violence, de checkpoints, de drogue et même de trafic d'armes, même encore plus loin que ça, c'est très terrible. Le pays est devenu un État narcotrafiquant avec le Captagon, mais même le patrimoine, la Syrie a été touchée par aussi de vendre son patrimoine d'archéologie à l'étranger.
Tout ça pour financer la guerre. On voit, et on n'a pas encore sorti, et c'est un peu tôt pour le dire, mais le régime, il est dans un double paradoxe, c'est le suivant. Ils affichent clairement une forme de néolibéralisme clair. Il dit que ce sont des libéraux. C'est ce qui est appliqué à Idlib, l'économie de marché. Donc, il commence par libérer le prix du pain. Je pense, à mon sens, moi j'ai déjà fait de l'économie, j'étais inspecteur de répression de fraude en Syrie, on ne touche pas au prix du pain. Il est extrêmement subventionné. Après toutes les guerres, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ici ou ailleurs, par le pays le plus libéral au monde, le plus libéral au monde, on est passé par une forme de protectionnisme. En France, la sécurité sociale, il est né après-guerre. De Gaulle, il commence à d'abord nationaliser d'ailleurs. Même aujourd'hui, Trump, il fait de protectionnisme. Donc, Giuliani, il commence par libérer le prix du pain et baisser largement le tarif douanier, ouvre le voie, on dirait que c'est un service à rendre aux produits turcs. Il y a beaucoup de produits turcs qui sont extrêmement en concurrence pas chère, avec des qualités, avec des produits fabriqués par des Syriens. Donc, on refait la même observation que j'avais déjà fait et écrit dans ma thèse sur 2006. Le régime Assad, il ouvre les frontières avec la Turquie et il signe un accord de libre-échange. Et on a malheureusement perdu entre 3 et 4 milliards d'échanges. Profite l'économie turque qui est beaucoup plus solide et préparée. Ça a fait une économie qui a écrasé largement de petits ateliers de fabrication de textiles ou autre chose, qui fait un chômage de masse, il est né à ce moment, où les gens ils sont allés sur le périphérie de ville, ce qu'on appelle les quartiers informels. Et ces quartiers-là, par ces violences sociales, ils ont pris les armes très vite. Rappelons-nous de ça. C'était une politique néolibérale de Bachar al-Assad depuis son arrivée. Donc aujourd'hui, on fait cette forme de libérer les prix, c'est-à-dire manque de subventions. Alors, vous avez raison, l'agriculture, elle doit être subventionnée. D'ailleurs, ils sont subventionnés même dans l'Union européenne. Pas du tout pour le producteur syrien. Il subit même toute la violence encore de la guerre. Par exemple, l'agriculteur syrien de la côte, où c'est là où on produit des agrumes ou d'autres produits de blé ou autre chose, ben, ils subissent de violences aujourd'hui de gens qui viennent des périphéries. Donc, on reproduit ce schéma centre-périphérie, ce dialecte qui est interminable depuis les années 60. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ils ont œuvré ils ont oublié l'intérieur pour l'extérieur. Je m'explique. Ils veulent absolument lever des sanctions. Donc, tous leurs efforts diplomatiques, c'était lever des sanctions. À juste titre, c'était une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça, parce que le lever de sanctions, ça ne suffit pas si on ne démarre pas l'économie réelle. Et ils ont l'impression, encore une fois, l'industrie ou l'agriculture, c'est oublié. On va vers des choses lucratives qui rapportent l'argent très vite, c'est-à-dire la construction, du coup avec l'étranger, etc. Alors, le contrat avec le Qatar sur l'énergie et la communication, c'est une famille syrienne qui est liée à l'ancien régime, c'est la famille Hamcho. Mohamed Hamcho, c'est le beau-frère de Maher al-Assad. Ils ont une société qui est basée au Qatar, mais un autre qui est basé aux États-Unis. Ils ont eu un contrat de 7 milliards, le chiffre est extrêmement exagéré, pour renouveler quelques centrales. On pense que ça doit être autour de 3 à 4 milliards. Pourquoi 7 milliards? C'est les Syriens qui vont payer le prix. Il n'y a aucune transparence. Comment ce contrat a été signé? Pourquoi avec des résidus de l'ancien régime? Sur la modalité. Donc, en fait, au lieu de que ce soit sur des appels d'offres, comme d'habitude, on entend des choses comme ça, on a l'impression encore pratique à l'ancienne, entre clientélisme, on s'arrange. Beaucoup de chercheurs appellent ça le capitalisme de copains, ou capitalisme politique. Ça veut dire on donne des contrats à des gens proches qui vont obtenir quelque chose d'extrêmement lucratif. Rami Makhlouf, c'était le cousin de Bachar al-Assad. Plus tard, c'était son épouse Asma al-Assad qui récupère ces sociétés de communication ou autres. Donc, on voit, c'est ce que j'appelais tout à l'heure néo-patrimonial. Ça veut dire, c'est la famille, ça fonctionne un peu à l'ancienne. On appelle néo parce qu'il y a des partis, il y a des parlements, il y a des instruments modernes, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement patrimonial.
On n'a pas l'impression qu'on va changer de méthode et de régime parce que, encore une fois, ils ne prennent pas le chemin d'avoir un cadre clair. On ne sait toujours pas quelles sont les lois économiques, par exemple, qui concernent la banque centrale, le recrutement. Pourquoi on licencie des gens qui, leur salaire, il était entre 20 et 25 dollars, et on ramène des gens de ONG ou d'EDLEB qui, leur salaire, il est entre 300 ou 400 dollars, qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, le licenciement, sans aucune contrepartie sociale, c'est des salaires des gens. Moi, mon père, il n'a pas touché son salaire de retraite depuis 6 mois. Il a le droit, il a cotisé toute sa vie pour l'avoir. Ça montre que la tension sociale qui peut émerger autour de ça, qui peut jeter dans les bras de tous ces petits jeunes qui n'ont pas de travail, dans le premier qui va financer pour prendre les armes et déstabiliser le pays. Donc, on reproduit les mêmes facteurs d'éléments économiques de la crise en 2011, politique néolibérale, ville marginalisée, du chômage de masse, tensions, etc. En rajoutant de tensions communautaires, on reproduit le même schéma pour déstabiliser. Pour le moment, le peuple est fatigué, il a tourné la page de la guerre, c'est une chance pour le Joulani, mais il faut vraiment se tourner vers la société, ouvrir le champ politique. Et je reparle de la politique parce que la question économique en Syrie, c'est une question politique par excellence. Il n'y a pas d'économie sans économie politique. Vous voyez, les deux, ils sont extrêmement liés. Et du coup, ça me permet donc de pouvoir repenser à une autre question. C'est pour tourner sur l'aspect plus politique, j'aimerais savoir quels sont les principaux axes de la transition politique qui seraient entamés par Ahmed al-Shara et comment lui peut-il rompre en fait avec les logiques autoritaires de l'ancien régime, malgré le fait que en étudiant votre réponse et en étudiant les réponses d'autres personnes, on a l'impression qu'il n'y a pas une certaine coupure, mais plus une continuité. Donc, comment peut-il se démarquer au final? Oui, vous avez raison, on est dans la continuité. Hein, ce que je me disais, on reproduit le chemin d'un système aussi autoritaire. La priorité, ce n'était pas du tout. Le mot démocratie, par exemple, il n'est jamais prononcé par le nouveau pouvoir. Pousser les élections jusqu'à 5 ans, c'est clair. Donc, il a le temps de contrôler le pays entre là, les nominations. Déjà en 6 mois, on est dans un moment de rupture. On est allé tellement loin, on a du mal à revenir, négocier des marges de manœuvre avec le régime. Moi, tout de suite, j'en faisais partie entre les Syriens qui sont divisés en deux catégories. Celles qui disent il faut donner le temps à un nouveau régime, on sort d'une période compliquée et difficile, c'est normal, la transition elle est compliquée, il faut le donner le temps. Moi, j'en fais partie du deuxième groupe qui dit justement, c'est le moment de négocier des marges de manœuvre sur la liberté fondamentale des Syriens, d'être jugés, la liberté d'expression, de transition claire, par exemple, ce qu'on a oublié dans ce processus de transition, c'est des cadres clairs. On n'a pas un cadre juridique. Et ce qu'on attend, par exemple, une loi de multipartisme, une loi claire pour les élections, ou encore une fois, qu'il faut rentrer dans le 22-54. Donc, pour le moment, le mot démocratie n'est pas prononcé. Il lance un dialogue national qui a duré une demi-journée, où les gens ils avaient l'impression que c'était un dialogue de sourds, où tout a été déjà écrit à l'avance. On a l'impression que c'est couché de cases qui a été imposé par l'Occident, par la pression étrangère, en disant il faut faire ça pour donner l'impression qu'il y a une page politique qui est tournée en Syrie. Vous voyez, on fait des dialogues nationaux, vous voyez, on lance des transitions, justice, etc. Mais en fait, c'est juste pour les médias, pour la déclaration. Mais sur le terrain, beaucoup de licenciements de juges qui sont considérés de l'ancien régime, notamment des femmes, ils ont du mal à travailler. Donc, je crois maintenant, la couleur, elle est affichée d'une tendance de l'islam politique, etc. Et surtout, là où le plus important, c'est la fragmentation du pays. Il y a encore la question kurde n'est pas réglée, malgré la signature, mais ils sont revenus, il y a maintenant des vagues de négociations qui sont lancées sur dossier par dossier. Il y a une avancée considérable. Ils n'ont pas intérêt les deux blocs qui sont extrêmement puissants
Ils ont presque le force équivalent, l'équilibre de forces militaires qui savent se lancer dans une guerre, ça va être destructif pour les deux, pour le pays aussi. Donc, je pense que ça, dans les deux camps, il y a une forme notamment chez les Kurdes, de maturité, de comprendre qu'il ne faut pas se lancer dans un confrontement militaire. Mais en tout cas, ils ne livrent pas leurs armes. Alors, le nouveau pouvoir, il parle beaucoup de la nécessité de l'État qu'il a le monopole de la violence, donc livrer les armes de tout le monde, mais face à des groupes incontrôlés, incontrôlables, qui sont structurels dans ce que je disais tout à l'heure. Ils font partie de ces forces qu'il a du mal à les contrôler, parce qu'il n'a pas encore ni le financement, ni l'économie, ni le reste. Par exemple, sur l'économie, on ne sait toujours pas le système de taxation, le système des impôts. On n'a toujours pas de cadre encore d'investissement sur qui sont les institutions claires qui permettent à des hommes d'affaires d'arriver et être sûrs qu'il n'y aura pas un changement radical, etc. Les infrastructures de base, l'électricité, les routes, tout ça, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, sur la question politique, des pays, elle est fragmentée. Il y a encore des zones hors de contrôle de nouveaux pouvoirs. Il n'y a pas d'adhésion. Il manque de légitimité énorme. Et encore une fois, ça passe par les urnes et par les élections. Et là, ils ont du mal à accepter cette idée. Et on verra pour la suite. Moi, je pense que je suis assez pessimiste. Je ne vois pas du tout, depuis que tous ces crimes qui continuent. Aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai regardé avant l'entretien, il y a 7 morts dans la région de Latakia. 5 travailleurs dans un restaurant, ils ont disparu, ils les ont trouvés plus tard dans un hôpital, ils sont morts. En fait, ça continue tous les jours, entre 3, 5, 6, sans parler de vol, de pillage, d'harcèlement, de kidnapping, de rançon. Et on est encore dans l'économie des violences, en fait. La question, elle est multiple. Il est à la fois, et je termine avec ça, il y a multidynamique à l'œuvre et aussi multifactoriel d'explications qui sont les origines. Mais on n'a pas l'impression que le pouvoir il est conscient de ce danger-là. Ils sont concentrés sur leur victoire médiatique, lever des sanctions, serrer la main à Trump, prendre des photos avec Macron, regardez, tout va bien, c'est aller à Damas, faire des selfies, prendre des photos. Mais en fait, en dehors de ce cercle-là, d'enfermer dans ces logiques-là, rien qui améliore la vie des Syriens tous les jours. L'électricité, c'est toujours une demi-heure par jour. Et le champ politique, il est aussi fermé qu'avant. Il y a encore des arrestations, sans savoir comment ils vont être jugés les gens. Il y a des exécutions sommaires, avec des groupes. Aujourd'hui, c'est le régime qui est responsable parce qu'il dit qu'ils sont affiliés à son armée. Donc, est-ce qu'il a le contrôle ou pas? C'est une autre question. Vous avez abordé la question des Kurdes. C'est vrai que c'est l'une des questions fondamentales dans cette reconstruction du pays. Les Kurdes ont joui pendant la révolution, donc le printemps arabe de 2011 et la guerre contre l'État islamique, de jouir d'une certaine autonomie, notamment par le biais des armes et donc d'une armée qui est quand même assez forte au niveau donc, du Rojava. Il y a eu des discussions entre le FDS et Ahmed al-Shara qui a abouti à quand même un accord qui, selon plusieurs spécialistes, était assez précipité, puisque c'était pour un peu camoufler le massacre qui s'est passé à l'égard de la communauté alawite. Puis ensuite, il est revenu dessus. Ahmed al-Shara est revenu sur cet accord-là. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser sur la question des Kurdes. On a une intégration possible des Kurdes au sein de l'armée syrienne. Mais est-ce que ces derniers voudront mettre un terme, voudront déposer les armes? C'est quelque chose aussi donc à prendre en compte. Et pour vous, comment le gouvernement actuel de transition d'Ahmed al-Shara compte-t-elle intégrer les revendications politiques, culturelles et linguistiques des Kurdes, mais aussi militaires, dans un nouveau contrat social syrien? Ce que vous avez prononcé, le plus important, c'est le contrat social. Mais il n'est pas dans la logique des logiciels de nouveau pouvoir faire un contrat social. Il est plutôt pour un souverain. Il ne s'inscrit pas par la logique plutôt de Hobbes à dire qu'il faut un souverain qui a un pouvoir absolu et qu'il a la légitimité de représenter. Donc, il est victorieux, il est le gagnant aujourd'hui, donc il sait. La question kurde, elle est assez importante et compliquée pour plusieurs raisons. D'abord, les Kurdes aujourd'hui, suite à l'effondrement
le régime, ils n'ont que de mauvais choix à faire. Il faut le connaître. Ils sont face à des groupes qui sont arrivés avec le nouveau pouvoir, c'est Jaish al-Watani, l'armée nationale, qui fait à peu près la moitié de force d'HTS, cette coalition. Hein. Ces deux groupes, ils sont entraînés, affiliés à Erdogan. Ils sont déjà présents dans le nord de la Syrie sur une zone de tampon qui empêche la continuité territoriale de Rojava, entre Afrin, d'Alep et l'est de l'Euphrate. Et sont sous l'ordre, aussi le financement, le contrôle d'Erdogan, qui leur demande de temps en temps bombarder, attaquer les Kurdes de manière régulière et que les obliger à rendre les armes. Alors, face à ça, Joulani, il n'est pas complètement d'accord avec Erdogan sur cette politique-là. Je pense que c'est le seul point où ils sont en désaccord parce qu'il a lancé le dialogue au lieu de les attaquer. Ce qu'ils attendent de Erdogan, à mon avis, il attend que Joulani qui va déclarer la guerre contre les Kurdes pour finir une fois pour toutes avec leur présence. Mais il y a une autre dynamique qu'il faut quand même observer, c'est que le chef historique Öcalan, qui est en prison en Turquie, et déclare une révision de toute la doctrine de la violence, il lance des processus de dialogue et baisse les armes, rend les armes, etc. Sur cette période, laisse les PKK syriens dans une mauvaise posture en disant si le centre de gravité en Turquie, ils ont complètement changé de doctrine, ils ne peuvent pas continuer éternellement. Donc ils sont face à ça. Ils gèrent plus ou moins, à mon sens, jusqu'à là, Mazloum a dit de manière assez intelligente. Je m'explique. Ils lancent la discussion avec Joulani, sans confronter militaire, mais en même temps, ce qui a freiné toute cette dynamique-là, c'est les massacres de l'attaqué et du Sud. Ils savent pertinemment s'ils livrent leurs armes avant, en fait, ils sont dans la logique suivante, à mon sens. Si on a les institutions démocratiques qui vont avec une décentralisation signée, fédéralisme ou autre, qui garantit un État stable, un État de droit, qui va respecter les minorités, etc., ils n'auront pas de mal parce qu'ils seront devenus citoyens. Si vous regardez les doctrines théoriques de Öcalan, il s'inspire de Pouchkine, le dernier philosophe américain. Il dit cette décentralisation démocratique ou démocratisation sont décentralisées conduit que les citoyens de cette région de minorité, ils vont devenir citoyens avant tout. Ça règle le problème en soi. Ça veut dire citoyens, ils ont des droits et des devoirs comme les autres. Donc, il n'y a pas de raison d'être de dire que je suis kurde ou autre. Il s'appuie sur une base idéologique aussi féministe, écologiste, mais surtout démocratique. Donc, pour le moment, les Kurdes syriens, ils voient que le régime n'est pas si démocratique que ça. Même les autres qui ont livré les armes, comme les Alaouites, en pensant que c'est une main tendue à un nouveau régime en disant tu nous as libérés de Bachar al-Assad, même nous, autant Alaouites, on n'en pouvait plus, et ils sentent qu'ils ont payé le prix livré des armes. En fait, tout le problème, c'était ces crimes impunis. Jusqu'à aujourd'hui, Joulani, il a prolongé de 3 mois la commission qui va faire l'enquête, mettre la lumière sur ce qui s'est passé à l'attaquer sur la côte. On sent qu'il y a une forme d'impunition parce qu'on voit les autres, enfin, on voit les criminels continuer on connaît leur visage, leur nom, ils continuent de massacrer, etc. Donc maintenant, il n'y a que de mauvais choix pour les Kurdes. C'est devenu une expérience de Rojava, de contrôle décentralisé sur des conseils locaux, qui a parfois un parti des Arabes qui participent, de minorités. Certes, le noyau dur de ce gouvernement, ce conseil, c'est kurde, même c'est PKK lui-même, sur des questions de sécurité, etc. Mais n'oublions pas, comme vous l'avez dit, ils ont combattu Daesh, ils ont encore les prisons à ciel ouvert le plus grand au monde, qui regroupe des milliers des enfants, des familles de ces anciens djihadistes. Donc, sans savoir, étape par étape, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces dossiers, que ce soit sur la décentralisation, les armes, les djihadistes, etc., même sur le partage de pétrole.
Et le Joulani, le nouveau pouvoir, il propose 50-50 avec les Kurdes. Les Kurdes, ils disent c'est un peu tôt, on vous donne 15% à 20%, sinon on se prive de moyens, de salaire, de gestion. Et on a ces deux exemples, Idlib et cette région Rojava, pendant pratiquement 10 ans, ils ont quand même donné deux expériences de gestion avec un gouvernement de transition. Certes, ça ressemble dans le fond, mais sur le fond, ils sont complètement différents. Ils ne s'inspirent pas le même modèle. Donc maintenant, on a aussi deux logiques différentes. Ils avancent par des discussions chaque mois. Ils avancent notamment sur la question économique, sur la question du pétrole, sur l'énergie, livrer des prisons, l'éducation, etc. Donc ça va se passer étape par étape. Il faut observer comment le régime, s'il change de doctrine. Mais à mon avis, pour le moment, s'il continue de centraliser le pouvoir et reproduire le chemin d'un pouvoir aussi autoritaire, ça conduit à la radicalité. Je ne sais pas quelle est l'image de manœuvre du cœur de Rojava. Mes deux dernières questions au sujet de la Syrie. Pour cela, il y a eu quelques jours une attaque de l'État islamique, donc de Daesh, contre le gouvernement, donc qui a été revendiquée très récemment. Est-ce que cette dernière attaque peut être interprétée comme un signe de résurgence de l'État islamique, ou alors est-ce juste un acte isolé parmi tant d'autres? Et à ce moment-là, est-ce que le gouvernement d'Ahmed al-Shara, qui quand même était donc Jabhat al-Nusra, Daesh, Al-Qaïda, donc il a quand même une expérience de djihad, a-t-il une stratégie en place de contre-insurrection et de contre-attaque contre une potentielle nouvelle attaque de l'État islamique, à celle donc du régime Assad qui a donc échoué? Et comment, face à cette nouvelle technique de contre-insurrection, si jamais elle est en place, est-ce qu'il pourrait protéger donc à ce moment les droits humains et la coopération locale? Donc voilà, c'est plus une question, est-ce qu'il va essayer d'apporter un brin de nouveauté pour mettre un terme à cette insurrection terroriste, ou alors il va devoir, donc il est assez débordé puisqu'il va essayer de trouver une solution pour mettre un terme à cela et donc mettre un terme à son passé de djihadiste? Une très bonne question. C'est depuis 2023, cette déradicalisation par le haut montre que Joulani a collaboré parce qu'il a un appareil de sécurité extrêmement important et fiable, discipliné. Donc, il a pu rendre service à certains pays comme la France ou les États-Unis, notamment pour le dossier des étrangers. Donc, les services américains qu'ils ont montré, même les Turcs, je pense que la finesse d'intelligence, le pragmatisme de Joulani est le suivant. Il a compris, comme les talibans en Afghanistan, il faut avoir une capacité de nuisance. Ils sont obligés de négocier avec lui à un moment. Et vient d'où cette capacité de nuisance? C'est le contrôle des terrains. Le contrôle des terrains, ça veut dire avoir des ressources économiques pour payer des salaires. C'est une coalition qui gouverne par en rente. Et la deuxième, le plus importante, c'est un appareil de sécurité. Donc, il a collaboré, il a donné quand même de localisation de Baghdadi, des autres chefs d'Al-Qaïda, surtout de l'ancien État islamique. Et à ce moment, il y a des drones qu'ils ont bombardés. Il y a eu des assassinats ciblés. Et on sent que l'implication de l'appareil de sécurité de Joulani derrière. Et la deuxième, depuis qu'il a pris cette tendance de déradicalisation par le haut, et ça, je crois qu'ils le disent eux-mêmes, ils étaient face à une résistance, à des défections, comme le groupe Din el-Islam et d'autres qu'ils ont vu dans cette déradicalisation s'éloigner de leurs valeurs, qui sont là pour l'islam, le djihad international, qui traversent les frontières, voilà. Et apparemment, le Joulani, il a eu quand même obligé de faire la guerre, de liquider des gens qui étaient proches de lui à un moment. Je crois que les paris qui font les services anglais ou américains ou français ou autres, c'est mettre quelqu'un qui a apparemment une expérience de combattre par le même logiciel qu'il connaît, qui va il va être exigeant sur il va être indulgent sur tout ce qui reste, mais pas avec l'État islamique. Ça veut dire qu'ils vont demander à Joulani maintenant faire ses preuves. Il peut freiner, contrôler, lutter contre leur présence et leur existence. Mais par contre, ces échecs qui nourrissent de cette radicalité, ce virage,
à mon sens, il est double tranchant parce qu'il nourrit aussi ces défections qui voient un mauvais œil en disant finalement, on le sait aujourd'hui, il collabore depuis longtemps avec les services étrangers. Les critiques ne sont pas si ouverts parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, il a des preuves à acheter certaines loyautés. Hein. Et c'est pour ça qu'il reproduit ces schémas, en fait. Les loyautés, aujourd'hui, sont en forme de mafia, un clientélisme. Vous accédez à des postes clés, malgré vous étiez contre moi il n'y a pas longtemps, mais vous voyez, ce n'est pas une adhésion par légitimité ou par autre chose, que c'est de circonstances avec une certaine conjoncture qui fait qu'il y a ça qui fonctionne aujourd'hui. Mais c'est extrêmement fragile. Encore, les bases ne sont pas saines. Ce n'est pas encore la légitimité qu'on peut observer suite à ce genre de moments de transition. C'est une reproduction, ce que j'appelle moi la gestion de tension de l'équilibre. Il est sur une crête. Il sait que sans lui, ça sera pire. C'est ce qu'il dit à tout le monde. Donc, il sait qu'il est là par ça. Comme à l'époque, on disait Bachar al-Assad, c'est mieux que le chaos. Lui, il dit aujourd'hui, c'est moi ou le chaos. Donc, il continue cette gestion de tout cet équilibre jusqu'à quand il va réussir, ce qui va arriver à apparaître comme l'homme le plus fort aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est non, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui continuent comme avant, fonctionner comme ils étaient habituellement à fonctionner. Alors, les forces de Daesh, le retour de l'État islamique, il y a des poches de résistance, mais la situation, rappelez-vous, de 2003 en Irak, c'est vraiment comparable, même celle de l'Afghanistan. Ça nourrit ce genre de... il y a eu des sahwat en Irak pour que le tribu sunnite qui fédère, mais finalement ils étaient déçus de la politique américaine, ils se sont devenus proches de l'État islamique à un moment. Même des anciens bassistes, on sait que dans l'armée, ils sont devenus des grands chefs de l'État islamique. Tout ça parce que le processus, ils ne sont pas clairs d'intégration politique, sur de transparence. La vision américaine, elle était fausse, ils sont en train de le reproduire ici aujourd'hui en Syrie. La question communautaire, par exemple, que ces pays-là, ils sont divisés, et c'est mieux faire des quotas, ou peut-être on peut observer en forme de Dayton ou Taif à la libanaise pour la Syrie, mais ça déclenche immédiatement, et ça c'est très différent de l'élément de la Syrie, ça déclenche une lutte interne à l'intérieur des communautés, à l'intérieur des minorités. Qui va la représenter? Qui est le chef? Et ils ne sont pas d'accord parce qu'il n'y avait pas un système institutionnel en Syrie de communauté. Le communautarisme, il n'était pas comme le Liban. Il n'y a pas ces zones-là, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et le régime, c'était loin que ça soit comme médiatiquement on le dit, minorité contre majorité. D'ailleurs, une des explications de sa longue longévité dans le pouvoir, il y avait pas une adhésion totale, mais il y avait beaucoup de gens de toutes communautés confondues qui soutenaient ce système par clientélisme, par idéologie, par d'autres raisons. Donc, ce n'est pas une question que minorité contre majorité. C'est ce qu'essaye Joulani, c'est ce qu'essaye le nouveau pouvoir faire comprendre, que lui, aujourd'hui, représente ces victimes de majorité contre cette minorité. Et lui, il est le représentant, le seul qui a le monopole. Et là, il se trompe parce que la division, les clivages en Syrie, il n'est pas que confessionnel. Il peut être social, il peut être politique, il peut être régional, peut être sur le mode de vie, etc. Depuis cette analyse extrêmement communautaire, elle a trouvé ses limites depuis le début et on continue de le présenter comme ça. Ça conduit à une erreur colossale en Irak, de couper le pays en 3 morceaux. Ça ne fonctionne pas. Le Liban, ça ne fonctionne pas non plus. Tous les 20 ans, on a une guerre civile. Et là, aujourd'hui, Joulani, il est en train d'institutionnaliser le communautarisme parce qu'il ne traite pas avec les forces de société, de partis politiques, de citoyens, tout simplement, qui se sont organisés aujourd'hui dans des forces, des plateformes de revendication, de syndicalisme ou autres. Il veut traiter avec les notables, des imams, des cheikhs, des patriarches, etc. Et ça déclenche une autre dynamique. Et la Syrie, elle prend un virage extrêmement grave et dangereux. C'est inédit dans son histoire.